Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours de physique moderne. Euh, Aujourd'hui, on va étudier la dualité onde-corpuscule. Dans le fond, c'est un gros sujet qui semble être un peu compliqué, mais c'est parce que on va revenir un petit peu. On parle du modèle du quanta comme si c'était fait là. Mais il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit. Ok? On a quand même étudié précédemment des, euh, des expériences qui nécessitaient une description ondulatoire de la lumière. Si on se souvient, quand on parlait d'interférence et de diffraction, on avait conclu que la seule façon d'expliquer l'interférence et la diffraction de la lumière, c'était si la lumière se comportait comme des ondes. Ok? Que ça ne fonctionne pas si on constate que la lumière se comporte comme des particules. Dans les nouveaux phénomènes qu'on vient de voir, par contre, on parle d'effet photoélectrique, d'effet Compton, du phénomène du corps noir, quoi qu'on l'a moins évoqué là-dedans. Mais c'est impossible d'expliquer ces phénomènes-là si on considère que la lumière se comporte comme des particules. Donc, comme des ondes, pardon. Donc, on a une catégorie d'expériences qui nécessite que la lumière soit une onde, puis on a une autre catégorie d'expériences qui nécessite que la lumière ne soit pas une onde. Ok? Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais qu'est-ce que ça nous laisse, ok, comme solution à ce problème-là? Ben, on va revenir avec l'expérience de Young pour voir ce qu'on peut en déduire. Ok? Donc, supposons maintenant qu'on vienne à l'expérience de Young, comme on explique ici à la question 1, mais qu'on a une source de lumière très, 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 très faible. On a un fusil à photons qui envoie des photons individuellement. Ok? Puis on dit, supposons qu'on a une plaque très sensible, ok, qui sert d'écran, puis qui nous permet de détecter les photons individuellement qui viennent frapper l'écran. On dit qu'est-ce qu'on observe après qu'un seul photon ait frappé la paire de fentes. D'accord? Ben, après qu'on ait frappé mettons qu'on a une dizaine de photons qui font ça. OK? Qu'est-ce qu'on va voir? On verrait apparaître sur l'écran une dizaine de points lumineux. OK? C'est assez normal. On a envoyé 10 photons, un après l'autre. On verrait apparaître une dizaine de points lumineux sur l'écran. On dit qu'est-ce qu'on observe au fur et à mesure que le nombre de photons apparaissant sur l'écran augmente, donc à la question B. Mais au fur et à mesure que le nombre de photons qui frappent la plaque augmente, donc à une dizaine de photons, on dit chaque photon va former un point sur l'écran, position qui semble imprévisible. Vous ne pourriez pas, puis vous essayeriez, vous ne pourriez pas prévoir à quel endroit un photon individuel va tomber. OK? Sauf qu'au fur et à mesure qu'on laisse les photons s'accumuler sur la plaque, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître une figure d'interférence et de diffraction. Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que quand on envoie de la lumière sur un écran, puis qu'on la fait passer à travers une fente étroite, qu'elle va subir de la diffraction, puis qu'on va observer une figure de diffraction sur l'écran. Donc c'est sûr qu'après qu'il y a un grand nombre de photons qui aient traversé le dispositif, on voit apparaître une figure d'interférence et de diffraction. Donc comment est-ce qu'on peut interpréter ça? On peut interpréter ça comme un patron de probabilité. Ok? Nécessairement, si on voit beaucoup de photons à un endroit précis, c'est parce que la probabilité qu'un photon aboutisse à cet endroit-là est très grande. Puis à l'opposé, si on voit des bandes sombres, c'est parce que la probabilité qu'un photon individuel donné atterrisse à cet endroit-là est très faible, voire nulle. Ok? Donc c'est la seule explication, dans le fond, qu'on peut en tirer. On sait qu'on envoie des photons maintenant. Les photons, on peut les envoyer un après l'autre. Ok? L'affaire, c'est que si il y en a beaucoup à un endroit, la conclusion qu'on doit en tirer, c'est parce que la probabilité qu'il se trouve à cet endroit-là est grande. Puis s'il y en a peu à l'autre place, c'est parce que la probabilité est faible. Donc ce qu'on voit, c'est un peu une, une, une carte de la probabilité qu'un photon tombe à un endroit versus un autre. Ok? L'affaire, c'est que si on vous demande, oups, excusez, on vous dit, euh, ce qui est mon curseur, on dit, est-ce que c'est possible de savoir par quelle fente est passé un photon? Là, c'est là que c'est bizarre, ok? Parce que on se dit, ok, parfait, on va essayer
de vérifier par quelle fente le photon est passé. Donc, normalement, vous vous souvenez, par exemple, mettons dans une expérience d'interférence, l'expérience de Young, okay, euh, vous allez avoir les deux fentes qui sont comme ça, puis vous allez l'écran ici. Okay? Donc, nous, comme on envoie des photons individuels, ben, la question qu'on peut se poser, c'est par où ils sont passés. Okay? C'est une question logique à se poser. Par où est passé le photon pour se rendre à l'écran? Nous, on sait qu'il est parti du canon à photons, de la lampe, OK? Puis on sait qu'il est atterri sur l'écran quelque part. Donc, on sait d'où il est parti, puis on sait où il est arrivé. Entre les deux, on ne sait pas par où il est passé. OK? Fait que notre réflexe comme physicien, ça serait de dire, ben, je vais aller regarder. OK? Donc, je vais aller mettre, par exemple, une petite caméra ici qui va regarder le photon pour savoir s'il est passé par là ou par là. OK? Le problème qu'on a, c'est que si on essaie de faire ça, on va faire disparaître la figure de diffraction. Okay. Donc ça peut sembler un peu bizarre aussi. Mais dans le fond, nous, pourquoi? Ben, parce que si on veut détecter, le photon, l'observer, il faut qu'on le détecte. Si on veut le détecter, il faut que physiquement le photon interagisse avec notre détecteur. Mais à partir du moment où on le détecte à un endroit précis, on vient de si vous voulez, en physique, on dirait qu'on vient de détruire la fonction d'onde. On vient de collapser la fonction d'onde. Parce qu'il faut réaliser, puis que c'est impossible de renvoyer un photon identique. On va faire disparaître la figure d'interférence. Okay? L'affaire qui est importante de réaliser, qui est complètement weird, un peu au début, c'est qu'on ne sait pas par où il est passé entre les deux. Entre la source puis l'écran, on ne l'a pas observé. Puis en physique, si on n'observe pas quelque chose, on ne peut pas dire qu'il était à tel ou tel endroit. On ne l'a pas vu passer par là. Donc, toute tentative qu'on essaierait de faire pour l'obliger à passer par une fente ou par l'autre, ça va faire disparaître la figure d'interférence. On va retrouver un patron avec deux bandes. Là, où imaginez que, parce que dans le fond, imaginez que vous tirez une série de billes à travers une fente. Vous allez avoir un spot ici. Vous shootez une série de billes à travers l'autre fente. Vous allez voir un spot ici. Si vous ouvrez les deux en même temps, ce que vous remarquez, vous voyez apparaître une figure d'interférence et de diffraction. Mais si vous essayez de savoir par où le photon est passé, vous allez revenir avec les deux bandes, dans le fond, comme si ça détruisait la nature ondulatoire du photon à partir du moment où vous le détectez. C'est parce que on ne peut pas savoir par où il est passé. Fait qu'est-ce qu'on va supposer, nous? On va supposer que ça se peut qu'il soit passé par là, ça se peut qu'il soit passé par là, ça se pourrait qu'il soit passé par les deux fentes en même temps. OK? Ça se pourrait qu'il ne soit pas passé par aucune des deux fentes. OK? Je sais pas. Mais on le sait pas. Donc la physique quantique, c'est assez fascinant pour ça. Parce que d'un côté, ça nous dit quelque chose d'assez évident. Si on ne l'a pas vu passer par une place, on ne peut pas dire qu'il est passé par là. Ce qui est juste du gros bon sens. OK? Mais les conséquences que ça a sont quand même assez obscures. Donc, est-ce que la lumière est une onde ou une particule? Donc la question c'est, est-ce que c'est possible de savoir par où on est passé? Ben, la réponse est non. Okay? Si on essaie de le forcer à passer par une ou par l'autre, on fait disparaître la figure d'interférence. Si on le détecte avec un appareil de détection, ben nécessairement on interagit avec lui, on fait disparaître la figure d'interférence. On ne sait pas par où qui est passé entre la source et l'écran. On sait juste qu'il est passé d'un bord. On sait juste, pardon, qu'il est parti de là et qu'il est arrivé là. On ne connaît pas son chemin entre les deux. Okay? La lumière, est-ce que c'est une onde ou une particule? Ben, c'est un peu des deux. Okay? C'est ni complètement une onde, ni complètement une particule. Elle a des aspects d'une onde, qui sont une longueur d'onde, par exemple, une vitesse de propagation, une fréquence d'oscillation. Donc, elle a certains aspects d'une onde, mais aussi elle a certains aspects d'une particule, surtout si on regarde, par exemple, au niveau du fait que l'énergie est localisée, par exemple. Okay, donc, si on tire un photon, ben, il va arriver à faire un point sur l'écran. Donc, ça se comporte un peu comme des petites billes. L'affaire, c'est que chacun de ces modèles-là, individuellement, pardon, est un modèle qui est simplifié de la réalité. Okay? Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a certaines expériences qui vont mettre plus en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. Il y a certaines expériences qui vont mettre plus en évidence l'aspect particule de la lumière. Okay?
Mais évidemment, vous commencez à connaître les physiciens un petit peu, là, OK? Euh, Ça prend pas grand temps que il y a des physiciens qui se sont demandé, ben, qu'est-ce qu'il y a de si spécial au photon? OK? Pourquoi il y aurait juste le photon qui aurait à la fois des propriétés des ondes et des particules? OK? Nous, on pensait que la lumière était une onde, on réalise qu'elle a des propriétés des particules. Ben, pourquoi ce qu'on considère comme être des particules, par exemple les électrons, eux, pourquoi il n'y aurait pas des propriétés des ondes, eux aussi? OK? Donc, évidemment, c'est ce genre d'affaires que tu te dis, ouais, il me semble que la dernière fois que j'ai pensé à ça, on était en 3-4 chums en train de prendre une bière. Non, c'est pas tout à fait le cas, là. Je veux dire, on parle quand même de physiciens crédibles, OK, qui ont eu des flashs comme ça, puis tu te dis, voyons, où c'est qu'ils sont allés chercher ça, OK? Règle générale, les physiciens sont bons pour se poser des questions que personne ne se pose, OK? C'est l'hypothèse de Broglie, OK? Donc, comment il en est venu à ça? OK? Ben, il s'est dit, tu sais, si vous vous souvenez en relativité, qu'est-ce qu'on avait dit? OK? On avait dit, pour un objet physique, on connaît la quantité de mouvement, l'expression de la quantité de mouvement qui est P est égal à mv. Puis, la relativité nous a montré que même un photon qui n'a pas de masse transporte une certaine quantité de mouvement qui est égale à h sur lambda. OK? Donc, c'est dit, hey, voilà une relation des propriétés des particules puis des propriétés des ondes. OK? Donc, de Broglie a juste dit, juste entre guillemets, dit, ben, lambda est égal à h sur p pour toutes les particules, p est égal à mv, donc il a mis mv est égal à h fois lambda, à h sur lambda, pardon, puis on a conclu qu'on devrait pouvoir mesurer la longueur d'onde d'une particule comme étant directement h sur m fois v. OK? Donc, là, si votre réflexe est de vous dire, veux-tu bien me dire à de quoi qu'il parle? OK? Ben, en fait, la réponse est, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier ça? OK? On va aller, quelle est l'expérience qui met le plus en évidence la nature ondulatoire de la lumière? C'est l'expérience d'interférence et de diffraction. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va, en 1926, OK, réussir en laboratoire à faire, en fait, c'est pas si compliqué que ça, là, produire de la diffraction par des électrons qui traversent une feuille d'aluminium. OK? Donc, ici, j'ai retrouvé encore une fois un petit vidéo qui explique bien ça, OK, qui montre bien ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la diffraction des électrons en laboratoire, là? Vous avez juste besoin d'un tube cathodique, là, dans le fond, une source, un faisceau d'électrons. OK? Puis ça ici, c'est juste une substance phosphorescente là, qui est là pour quand il y a un électron qui entre en contact. Un peu comme les vieilles télés là, avant que vous soyez nés, là, les tubes à écran cathodique. Si vous avez, dans le fond, un canon à électrons dans le fond, vous faites chauffer un filament, ça dégage des électrons, vous accélérez ces électrons-là à travers une différence de potentiel, puis vous en servez comme un canon à électrons. Puis la télé est recouverte d'une substance phosphorescente que quand elle est frappée par un électron, elle va donner une certaine couleur. Donc, c'est ça les vieilles télés dans le temps, là, avec les boîtes. Là. Si vous aviez un faisceau d'électrons qui balayait la surface de la télé, puis qui produisait la couleur. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. C'est des pixels qui fonctionnent. C'est des LED, des diodes électroluminescentes, là, mais dans le temps, c'était des tubes cathodiques. Donc, ce qu'on fait, c'est juste qu'on fait chauffer le filament, puis après, on va accélérer. Donc, ici, là, on observe. Euh, A little while to warm up, donc, but there you go. You can see it starting to glow now, which means you can turn on the high voltage supply. donc, on met un faible voltage pour faire chauffer le fil, puis en parallèle, on met un fort voltage pour accélérer les électrons. Ici, on met 3 kV. And I'm going to turn that up to about 3000 volts. Qu'est-ce que vous voyez apparaître ici? On va apparaître une Now, figure what I hope you can d'interférence see et de is a diffraction. green dot surrounded by fainter concentric green circles. Donc, on voit ici là, un anneau brillant, un anneau sombre. OK? Un anneau brillant, un anneau sombre,
un anneau brillant. OK? Donc, on observe l'interférence, en fait, la diffraction. Ça, c'est ça, on a fait passer le faisceau d'électrons. Ça, c'est la partie, je n'ai pas précisé, mais on a fait passer la, on a fait passer à travers du graphite de mémoire. Là. Donc, on a fait passer à travers un genre de grillage, dans le fond, un cristal, OK, qui va agir un peu comme un réseau de diffraction. OK. Donc, on observe la diffraction des électrons sur l'écran. That's changed the diffraction pattern. The rings are closer together. Now you can increase the energy of the electrons by increasing the voltage. Donc, vous voyez la figure. You can see that's change produced as the electrons fly through the graphite. Vous remarquerez ici, les anneaux concentriques vont, la figure de diffraction va devenir plus petite. Ce qu'il fait, c'est qu'il augmente le voltage. Okay? Puis, il va, comme ça, la figure de diffraction va devenir plus petite. Vous remarquerez. Okay? C'est assez subtil. Now you can increase the energy of the electrons by increasing the voltage. Donc, les anneaux vont se rapprocher. You can see that's changed the diffraction pattern. The rings are closer together. Pourquoi on observe ça? C'est parce que si on se souvient, ce qu'on vient de dire, pardon, c'est que là, on a dit la longueur d'onde, c'est H sur mv pour un électron. Donc, si on augmente la différence de potentiel, okay, qu'est-ce que ça se trouve à faire? Dans le fond, le potentiel qui accélère les électrons, on augmente le potentiel qui accélère les électrons. Donc, on va augmenter l'énergie cinétique des électrons parce que l'énergie cinétique des électrons va être E fois la différence de potentiel auquel ils sont soumis. Si on augmente leur énergie cinétique, on augmente nécessairement leur vitesse. Si on augmente leur vitesse, on diminue leur longueur d'onde. Okay? Donc, on réduit la longueur d'onde. Puis, si on se souvient, par exemple, dans les expériences de diffraction d'interférence, on a c'est pas important là, ici l'expression exacte, là, le 1.22, on se souvient pour une surface, un obstacle sphérique, c'est pas important. Ce qu'on sait, c'est que si la position du minimum, mettons, ou au fur et à mesure qu'on va faire décroître lambda, elle va se produire un angle de plus en plus petit. Donc, si mon anneau a un angle grand à faible énergie, au fur et à mesure qu'on va augmenter l'énergie, on va diminuer lambda, donc on va diminuer θ, on va diminuer la dimension du cercle brillant. Donc ça, c'est comment observer la diffraction des électrons sur une cible, dans le fond, à travers un canon. Ici, évidemment, on pourrait se demander qu'est-ce qui nous prouve que c'est bel et bien des électrons, puis que c'est pas juste de la lumière qui est émise, par exemple, qui produirait de la diffraction. En fait, c'est juste que vous avez besoin de prendre un aimant. Okay? Donc, la lumière ne réagit pas à la présence d'un aimant, tandis que, là, ce qu'on remarque, c'est que le faisceau d'électrons est assez sensible à la présence d'un aimant. Okay? Donc, on peut faire déplacer la figure de diffraction juste en appliquant un aimant. Donc, on est sûr que c'est bel et bien des électrons, un faisceau d'électrons qu'on observe ici, puis pas juste la lumière. Là. Okay? Donc, c'est une expérience super simple qui nous montre que la lumière est composée de quoi? Pardon, qui nous montre que de la même façon que la lumière a à la fois les propriétés des ondes et des particules, ben, les objets matériels, les particules, ont elles aussi des propriétés des ondes. OK? Pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe encore là si... Donc, imaginons maintenant qu'on fait l'expérience de Young avec des électrons. Okay? Un peu dans la vidéo, ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on voit dans le fond? Imaginons qu'on envoie notre canon électron, qu'on envoie un électron à la fois. Après une dizaine d'électrons, on va voir quoi? Une dizaine d'électrons qui semblent tomber à des endroits semi-aléatoires sur notre écran. Mais au fur et à mesure qu'on va voir de plus en plus d'électrons frapper la cible, on va voir des bandes d'interférence puis de diffraction clairement apparaître. Donc, sur la figure, on voyait des anneaux concentriques, donc des anneaux où la probabilité qu'un électron aboutisse était élevée, d'autres endroits où la probabilité de trouver un électron était très faible. Donc, c'est comme ça qu'on va apparaître une figure d'interférence puis de diffraction en utilisant des électrons maintenant. Okay? Donc, nous, on se souvient par contre que pour, mettons, pour trouver la position des anneaux brillants ou sombres, ben, la longueur d'onde est importante pour la lumière. On se souvient, le d sin θ est égal à m fois lambda. C'est ça qui nous permettait de trouver, par exemple, les maximums d'intensité. Puis, l'autre question qu'on peut aussi se demander, c'est
Ouais, ben c'est quoi justement d'abord la longueur d'onde de Broglie d'un électron, par exemple, dans le canon qu'on avait tantôt. OK? Mais supposons que vous avez, comme à la question 2 ici, là, un électron qui se déplace à 10 à la 6 mètres par seconde. Quelle est sa longueur d'onde de Broglie? OK? Donc la longueur d'onde de Broglie d'un tel électron, pardon, va être de, euh, excusez, c'est H sur mv. OK? Donc la constante de Planck divisé par la masse d'un électron sur la vitesse. Nous, on dit on prend un électron qui se déplace à 10 à la 6 mètres par seconde. OK? On trouve une longueur d'onde de l'ordre de 7,27 fois 10 à la moins 10 mètres. Pour une balle de golf, OK, imaginons pour un objet matériel comme une balle de golf, quelle serait la longueur d'onde d'une balle de golf de 45 grammes qui se déplace à 5 km/h? Donc lambda est égal à H sur mv. 6,626 fois 10 à la moins 34 divisé par la masse d'une balle de golf 45 grammes divisé par la vitesse à laquelle elle se déplace 100 km/h. 100 km/h en mètres par seconde, si vous vous souvenez, on divise par 3,6, ça donne 27,8 mètres par seconde. Donc, on trouve une longueur d'onde pour ma balle de golf de 5,3 fois 10 à la moins 34 mètres, ce qui est très petit. OK? En C, on vous demande, on vous dit, pour observer la diffraction, OK? On se souvient, là, on ne peut pas prendre de la lumière et la faire passer à travers une fente super large. OK? On ne verra pas la diffraction se produire. Plus la fente est étroite, plus la diffraction devient apparente. Maximum, on dit à peu près, là, quand tu es rendu à une centaine de fois la longueur d'onde, là, tu commences à avoir beaucoup de difficultés à percevoir la diffraction. Donc, quelle serait la largeur d'une fente pour voir la diffraction des électrons? Ben, 100 fois la longueur d'onde des électrons, c'est-à-dire 7,27 fois 10 à la moins 8 mètres. OK? En pratique, ça, cette distance-là, c'est typiquement la distance entre les atomes dans un cristal. Donc, supposons que vous avez un cristal de peu importe quoi, ben, la distance entre les atomes ici est de l'ordre de 10 à la moins 8 mètres. OK? Donc, un cristal, ça peut agir comme un réseau de diffraction pour les électrons assez facilement. Si vous avez une source d'électrons, un faisceau d'électrons que vous faites passer à travers une mince feuille cristalline, vous allez voir une figure de diffraction apparaître. Les balles de golf, maintenant, si je veux faire la diffraction des balles de golf, ben, il faudrait que mes balles de golf traversent une ouverture qui fait à peu près 100 fois la longueur d'onde des balles de golf. Donc, on parle ici d'une fente de l'ordre de 5,3 fois 10 à la moins 32 mètres. OK? Puis, je vous mets au défi de faire passer une balle de golf à travers une ouverture de 10-32 mètres de large. OK? Pour donner un ordre de grandeur, un proton fait 10-15 mètres. OK? Donc, c'est absolument physiquement impossible de faire passer ne serait-ce qu'un proton à travers une fente aussi peu étroite. Donc, c'est impossible d'observer la diffraction des balles de golf. Donc, à notre échelle, on ne voit pas ces phénomènes-là, mais on les voit à, à, à l'échelle atomique, okay? À l'échelle des particules élémentaires. Là, on va voir apparaître on va mettre en évidence la nature ondulatoire des particules, mais quand on se concentre sur des particules individuelles, puis dans des conditions appropriées. Okay? On donne une application de ça. Donc, on parle de microscope électronique. Vous avez peut-être déjà vu à quoi ça ressemble un microscope électronique. Là. Un microscope électronique, ça ressemble à ça ici. Là. Donc, excusez, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est un peu plus gros puis un petit peu plus compliqué qu'un microscope conventionnel. OK? Mais ça permet de voir des structures dans le détail. Là. Puis dans le détail, là, ici, on appelle ça une annélide polyquette. Là. OK, franchement, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est juste une bébite là, pour moi. Là. Ça ici, ça fait un demi-millimètre, 500 microns. Là, donc c'est à peu près un demi 1000 microns, c'est un millimètre. Donc ça, c'est un demi-millimètre. Mais vous voyez des structures là, avec une résolution beaucoup plus grande que du demi-millimètre. Okay? Mais ça, c'est des électrons qui sont accélérés sous une différence de potentiel de 10 000 volts, de 10 kilovolts. Ici, à côté, vous avez l'image qui a été prise par sous une différence de potentiel de 20 kilovolts. Vous remarquez ici l'échelle 2 microns. Donc ça, c'est un grain de poussière de fumée volcanique qui fait à peu près 5 microns de diamètre. Donc c'est excessivement petit. C'est très difficile d'observer ça même avec un microscope conventionnel parce que ça demanderait
une trop grande résolution. Ok, on va y revenir. Mais au microscope électronique, ça se voit quand même très bien. Ok. Donc, un autre exemple ici, des cristaux de glace. On voit super bien la structure. Ok. Donc, celle-là, j'ai pas les détails par exemple. J'avais juste trouvé ça à un moment donné, je me souviens plus où. Euh, donc, on donne par exemple, là, on dit un microscope électronique accélère des électrons sur une différence de potentiel de 40 kV. Quelle est la longueur d'onde de De Broglie pour ces électrons? Donc, ce qu'on pourrait avoir comme réflexe, ce serait de se dire, pardon, que je vais prendre mon électron qui traverse une différence de potentiel de V volts, puis ça va me renseigner sur la quantité d'énergie cinétique qu'il va gagner. Donc, E fois la différence de potentiel, ça me donne K. OK? Oh, excusez. Voyons. Ah! Bon. Donc, à la question 3, on vous demande, on vous parle d'un microscope électronique, justement. On dit qu'il accélère des électrons sur une différence de potentiel de 40 kV, puis on vous demande la longueur d'onde de De Broglie pour les électrons qui sont accélérés ainsi. OK? Mais ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir transformation d'énergie potentielle électrique en énergie cinétique. Donc, si vous vous souvenez, ça, c'est l'énergie potentielle électrique. Donc, si vous prenez une charge Q, vous la faites traverser une différence de potentiel delta V, il va gagner ou perdre Q fois delta V joule d'énergie. Donc, ici, moi, la charge, c'est un électron qui a une charge égale à E, OK? Puis qui traverse une différence de potentiel de delta V. Donc, j'ai E qui est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulomb fois 40 000 joules par coulomb. Ça me donne une énergie cinétique égale à 1,5 fois la masse d'un électron fois la vitesse d'électron carré. Si je fais ça, je trouve que la vitesse est de 1,18 fois 1,19 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Ça, là, c'est à peu près 35% de la vitesse de la lumière. OK? Donc, c'est une vitesse relativiste. OK? Pardon. Donc, je ne peux pas utiliser cette expression-là pour calculer, par exemple, la vitesse de mon électron. OK? Parce que c'est quoi l'objectif? Calculer la longueur d'onde de De Broglie, qui est h sur mv. OK? Donc, je ne peux pas utiliser cette vitesse-là. Comment est-ce que je vais faire pour trouver la solution? OK? Je vais retrouver mon curseur. Hey man, ça m'arrive souvent, c'est terrible. OK. Donc, on va revenir à ça. D'un point de vue, on va refaire le calcul, mais en relativité. On va se dire, j'ai un électron au repos qui transporte M0 carré joule d'énergie. Je vais lui transférer une quantité d'énergie cinétique égale à K. Ça va lui donner une énergie totale qui est égale à MC carré. Donc, 9,11 fois 10 à la moins 31 fois 3 fois 10 à la 8 plus 40 000 électronvolts, donc 40 000 fois 1,6 fois 10 à la moins 19 joules, est égal à m fois la vitesse de lumière au carré. Il me manque un carré ici, merci. Donc, il me reste la masse comme inconnue qui est égale à 9,82 fois 10 à la moins 31 kg. Donc là, j'ai trouvé la masse, il me manque la vitesse. Ok, on se souvient, là, j'ai besoin de la masse et de la vitesse. Donc, deuxième étape, prendre la masse relativiste pour trouver le facteur gamma. Donc, on sait que m, c'est gamma fois la masse au repos. Donc, le facteur gamma est égal à m sur m0, 9,82 sur 9,11. Ça donne 1,08. Troisième étape, utiliser le facteur gamma pour trouver la vitesse. 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2. Donc, est égal à 1,08. Donc, je vais mettre ça au carré. Donc, 1,08 au carré est égal à 1 sur 1 moins V2 sur C2, qui est égal à quoi? C2 moins V2 sur C2, donc C2 sur C2 moins V2. On va multiplier, puis on va isoler V2. Donc V2 est égal à C2 moins C2 sur 1,08 à la 2. On va prendre la racine de chaque côté, puis on va trouver que la vitesse est égale à 1,12 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc là, j'ai trouvé la vitesse. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est retrouver mon curseur.
c'est la quatrième étape. Calculer la longueur d'onde, finalement. 6.626 fois 10 à la moins 34 sur la masse 9.82 fois 10 à la moins 31 fois la vitesse 1.12 fois 10 à la 8. On trouve une longueur d'onde de Broglie de 6.02 fois 10 à la moins 12 mètres. Okay. Donc 6.02 fois 10 à la moins 12 mètres. Pardon. Donc on vous demande en B, pourquoi un microscope électronique permet-il de voir des objets plus petits que ce qu'on peut voir avec un microscope optique? Ben ça, c'est pas super compliqué. Si vous vous souvenez, c'est à cause du critère de Rayleigh. OK? Donc, c'est quoi la résolution? OK? Ben, la résolution, à la limite, c'est limité par la diffraction. Donc, si vous avez des observations à très très haute résolution, un jour, ils vont finir par être limités par le critère de Rayleigh. Le critère de Rayleigh nous dit que si vous avez de la lumière qui traverse une ouverture de dimension A, c'est pas m fois lambda, c'est 1.22 fois lambda, pardon, dimension, une ouverture circulaire. Ben, si vous voulez augmenter la résolution, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit vous augmentez le diamètre de l'ouverture, soit vous diminuez la longueur d'onde. Dans les deux cas, ça va faire un sin θ plus petit. Donc, on a intérêt à prendre le lambda le plus petit possible pour avoir la plus haute résolution possible. Évidemment, de la lumière visible, la longueur d'onde de la lumière visible, c'est de l'ordre de 4 à 7 fois 10 à la moins 7 mètres. Okay? C'est 400 à 700 nanomètres. Là, ici, on est 5 ordres de grandeur plus petit que la lumière visible. Donc, en théorie, la résolution devrait être 5 ordres de grandeur plus grande, okay, à dimension égale, à ouverture égale. Donc, c'est un des avantages indéniables d'utiliser un microscope électronique. Okay? Là, vous allez me dire, ouais, mais on a juste à prendre la lumière qui a une longueur d'onde de 6.02 fois 10 à la moins 12 mètres. Ben, en théorie, oui. En pratique, non. OK, pourquoi? Ben, c'est parce qu'en pratique, la lumière qui a une longueur d'onde de 6.02 fois 10 à la moins 12 mètres, c'est des rayons gamma, OK, qui transportent énormément d'énergie. Le problème avec ça, c'est qu'il vient de deux points. C'est que sont difficiles à manipuler. Ben, à la base, ça vient tout à ça. Ils sont très difficiles à manipuler. Okay? Un électron, c'est facile à manipuler. Okay? Ça réagit aux aimants en particulier. Donc, c'est facile de vous avoir un faisceau d'aimants. Vous voulez focaliser en un point. Vous faites juste mettre un anneau aimanté, passer un faisceau d'électrons à travers ça. Ils vont dévier vers un point unique. Donc, vous pouvez faire facilement des lentilles pour les électrons. Donc, vous pouvez faire dévier les électrons et les manipuler comme vous voulez. Les rayons gamma ont la fâcheuse tendance de être difficile à manipuler. Okay? En plus, ils vont avoir tendance à traverser des bonnes épaisseurs de béton avant d'interagir, okay? Donc avant d'être complètement absorbés par effet Compton. Donc, c'est difficile de manipuler des rayons gamma, mais c'est facile de manipuler des électrons. Donc, pour avoir la plus haute résolution possible, on va utiliser des microscopes électroniques. Okay? Puis ça amène une discussion intéressante sur le rôle de la théorie dans la conception d'un appareil de détection. Okay? Supposons que vous êtes un physicien aujourd'hui qui est à la recherche de matière sombre ou d'énergie sombre dans l'univers. Okay? Ben, vous voulez construire un détecteur, vous avez besoin de connaître comment la matière comment est-ce que vous voulez étudier, comment ça interagit avec votre détecteur. Si, par exemple, vous cherchez quelque chose, puis elle a toute la difficulté quand on y pense, de détecter, par exemple, de la matière sombre. Si vous ne savez pas comment interagit la matière que vous cherchez avec l'environnement, mais vous ne pourrez jamais construire de détecteur pour vous permettre de la trouver. Parce que vous avez nécessairement besoin de savoir comment interagit l'objet de votre recherche avec le reste de l'environnement si vous voulez être capable d'en trouver. Okay? Si vous ne savez pas comment ça interagit, vous ne serez jamais capable de le détecter. Donc, c'est pour ça, par exemple, que vous allez par exemple, supposons, bon, ok, moi, je cherche de la matière sombre, je suppose que c'est telle affaire. Je suppose que cette affaire-là interagit de telle façon avec l'environnement. Donc, je vais faire un détecteur qui va être construit spécifiquement pour détecter ça. Si j'ai pas
supposer la bonne chose en partant. Si je me trompe, mettons, moi je suppose que la matière sombre c'est telle affaire, finalement c'est pas ça, mais mon résultat va être négatif, je ne trouverai rien. Donc, c'est là l'importance en physique de bien comprendre ce qu'on cherche, d'être capable aussi d'avoir des théories qui sont capables de faire des prédictions. OK? Donc, c'est important qu'une théorie en physique soit capable de prédire ce qu'on s'attend de trouver pour confirmer le modèle ou pas. Là, OK? Si vous prédisez que vous allez observer telle affaire puis vous ne l'observez pas, ben, ça veut dire que votre théorie n'est pas bonne. Donc, je veux juste vous préciser, justement, vous mettre attirer votre attention sur l'importance de la théorie dans la conception d'un appareil de détection. Donc ici, on l'observe bien. Pour construire un microscope électronique, il faut comprendre et maîtriser la relativité. Il faut comprendre et maîtriser la mécanique quantique, en particulier, c'est quoi la longueur d'onde de Broglie d'un électron. Okay? Si vous ne comprenez pas ça, vous ne serez jamais capable de construire un microscope électronique. Okay? On parle ici du du modèle classique qui est déterministe versus le modèle quantique qui est probabiliste. Donc, la physique, historiquement, c'était l'histoire du déterminisme. Okay? Newton nous avait dit quoi? Newton nous avait dit que si vous connaissez les forces qui existent entre des objets, puis que vous connaissez la position et la vitesse d'un objet, vous allez être capable de prévoir l'évolution dans le futur de la position de n'importe quel objet. Okay? Donc, ça a amené beaucoup de physiciens à croire que l'univers était fortement déterministe à tous les égards. Ça peut aller loin quand on y pense un petit peu. Si l'univers est si déterministe que ça voudrait dire en théorie que, mettons, le libre arbitre ne serait qu'une illusion. Okay? Vous pensez que, mettons, soudainement, vous ouvrez la fenêtre chez vous puis vous pitchez par la fenêtre du deuxième, que c'est de votre libre arbitre que vous pouvez faire ça. Mais la physique classique nous enseignait que non. Okay? Si vous avez pris cette décision-là, c'est parce que les atomes dans votre cerveau sont alignés d'une certaine façon, mais c'était déjà écrit dans le passé. Okay? Parce que l'univers est déterministe dans le modèle classique, ben, si on connaît l'état de l'univers à un instant précis, on est capable de projeter cet état-là dans le futur, de savoir comment ça va évoluer. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans le modèle classique, puis c'est un modèle qui est fondamentalement déterministe. Le modèle quantique nous montre quoi? Tantôt, si on revient à notre expérience de diffraction avec les électrons, on laisse passer les électrons un à un à travers une cible, on voit qu'ils apparaissent un peu n'importe où. Okay? Il n'y a aucune théorie physique qui est capable de prévoir où chaque photon individuel ou chaque électron individuel va tomber. Sauf que la théorie est super bonne pour me dire c'est quoi la probabilité qu'il tombe à tel versus tel endroit. Donc c'est un modèle qui est intrinsèquement probabiliste au niveau de la mécanique quantique, qui n'est pas déterministe. Il ne peut pas me dire exactement où tel objet va aboutir dans le futur, mais il peut me dire qu'il y a telle chance de se retrouver à tel endroit. Okay? Donc, c'est un modèle qui est intrinsèquement probabiliste, le modèle quantique de la matière. Okay? Pardon. Ça a eu des conséquences, mais vraiment plus, je dirais quasiment au niveau philosophique. Okay? Puis comment c'est impossible comment est-ce qu'on abandonne complètement le déterminisme? Ben, on a Heisenberg, okay, qui est un autre physicien de l'époque, qui lui aussi s'est mérité son prix Nobel, qui a remarqué que c'était impossible de connaître simultanément la position et la quantité de mouvement, donc essentiellement la vitesse d'un objet avec une précision arbitrairement grande. Donc, Heisenberg nous a montré que si on veut bien connaître un, on va moins bien connaître l'autre. Okay? Donc, puis il y a des paires de variables comme ça qu'on ne peut pas connaître en même temps. Vous pouvez connaître la position et l'énergie, mais vous ne pouvez pas connaître la position et la quantité de mouvement. Vous ne pouvez pas connaître l'énergie fois l'intervalle de temps, ça c'est un petit peu plus abstrait, mais ce que ça veut dire, c'est que vous connaissez juste quand on mesure l'énergie d'un objet. Qu'est-ce qu'on se trouve à faire? C'est qu'on se trouve à mesurer son énergie, mais pendant le temps où on fait une observation. Ce que ça veut dire, c'est que plus l'intervalle de temps que j'utilise pour mesurer l'énergie d'un objet est courte, plus grande va être l'erreur sur l'énergie que je vais mesurer. Okay? Donc,
l'énergie moyenne pendant un très court intervalle de temps peut être très mal définie. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, il y a comme ça des paires de variables parce que qu'on ne peut pas connaître avec une précision arbitrairement grande simultanément. Okay? Donc, c'est sûr que si vous ne pouvez pas connaître la position et la vitesse simultanément, ben, vous ne pouvez pas prévoir l'évolution d'un système dans le futur parce que on a besoin de connaître ça pour bien comprendre l'évolution d'un système dans le modèle de Newton. Okay? D'où ça vient mettons, intrinsèquement, cette possibilité-là qu'on n'a pas de connaître la position et la vitesse en même temps? Ben, imaginons qu'on veut déterminer très précisément la position d'un objet. Okay? Pour ça, il faut qu'on sache il est où. Puis pour savoir il est où, il faut qu'on l'observe, donc il faut qu'on l'éclaire d'une certaine façon. Puis si on veut connaître la position le plus précisément possible, ben, il faut qu'on l'éclaire avec une lumière qui a une longueur d'onde de plus en plus courte. Okay? Parce que plus courte est la longueur d'onde, meilleure va être la précision sur la position d'un objet. Évidemment, plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie du photon est grande, donc plus il va subir une grande collision, donc plus l'objet qu'on cherche à voir va subir une collision avec un photon de très haute énergie qui va modifier sa vitesse si on veut. Okay? C'est pas exactement comme ça. En fait, le fait qu'il y ait deux quantités comme ça qui soient impossibles de connaître simultanément, c'est plus au niveau, dans la théorie quantique, c'est plus au niveau du calcul matriciel. Donc, je résume très rapidement, mais l'information qu'on connaît sur un système est contenue dans un vecteur qu'on appelle la fonction d'onde. Okay? Puis, quand on veut connaître la position d'un objet, on va appliquer sur la fonction d'onde un opérateur qui s'appelle, mettons, mesure la position. Si vous voulez connaître la quantité de mouvement, vous avez un opérateur qui s'appelle mesure la quantité de mouvement. Ben, l'opérateur position puis mesure la position puis mesure la quantité de mouvement, c'est des opérateurs qui ont la propriété de ne pas être commutatifs. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, mettons, les maths, l'arithmétique, c'est commutatif. Si je fais 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça donne la même affaire. Okay? Donc 2 fois 3 moins 3 fois 2, ça donne 0. Okay? Parce que c'est commutatif. L'ordre des opérations n'a pas d'importance. En mécanique quantique, c'est un peu plus touché. Il y a des opérateurs qui sont non commutatifs. Donc si je fais mesure la position puis mesure la quantité de mouvement, avant, ou si je fais mesure la quantité de mouvement puis mesure la position après, ben, si je fais la différence entre les deux, ça ne donnera pas 0. Okay? Donc, c'est non commutatif. Ça fait en sorte que delta x fois delta p est nécessairement plus grand. On dit que h, là, c'est pas nécessairement tout à fait ça, là, mais c'est de l'ordre de la constante de Planck, l'incertitude, le produit des incertitudes sur x et sur p. Donc, on dit par exemple à la question 4, on mesure la vitesse d'un électron comme étant de 5 km par seconde à 3 millièmes de pourcent près, donc avec une très très bonne précision, déterminer l'incertitude sur la position de cet électron. Okay? Bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, euh, pardon, donc on va premièrement calculer si sa vitesse est de 5,3, on peut calculer sa quantité de mouvement qui est m fois v, donc qui va être 9,11 fois 10 à la moins 31 fois 5 fois 10 à la 3, 4,56 fois 10 à la moins 27 kg mètre par seconde. On dit l'incertitude sur P, c'est 3,003% de P. Okay? Donc ça me donne 1,37 fois 10 à la moins 31 kg mètre par seconde. Ce qu'on vous dit, c'est que le principe d'incertitude me dit que le produit des incertitudes doit être de l'ordre de H. Donc ça me donne une incertitude qui doit être de l'ordre de 6,26, 6,626 fois 10-34 divisé par 1,37 fois 10 à la moins 31, qui est de l'ordre de 4,8 fois 10 à la moins 3 mètres. Donc, à 5 mm près. Okay? Donc, j'ai beau connaître la position
pardon, la quantité de mouvement avec une très très grande précision, ben là, soudainement, je connais juste la position à 5 mm près. Okay? J'ai une erreur de 5 mm sur la position, à laquelle je ne peux pas physiquement connaître la position plus précisément que ça. Okay? C'est impossible. Okay? C'est sûr qu'à notre échelle, ça n'a pas d'importance tout ça. Okay? Supposons que j'ai la même erreur relative de 0.003% sur ma balle de golf de tantôt, okay? Qui se déplace à 100 km/h. Okay? Bon, 30 mètres par seconde, c'est à peu près la même affaire. Ma balle de golf, à la question 5, c'est quoi sa quantité de mouvement? Okay? C'est la masse de la balle de golf, 45 grammes, fois sa vitesse, 30 mètres par seconde, ça me donne une quantité de mouvement de 1,35 kg fois mètre par seconde. Donc, je sais que l'incertitude relative est de 0.003% de P. Ça me donne une erreur de 4,05 fois 10 à la moins 5 kg fois mètre par seconde. Donc ça, c'est une mesure très précise. Le produit des incertitudes doit dépasser H. Donc l'erreur sur X va être 6,626 fois 10 à la moins 34 divisé par l'erreur sur la quantité de mouvement. Donc une erreur de l'ordre de 1,64 fois 10 à la moins 29 mètres. Okay. Big deal, comme on dit en français. Okay. Si je ne connais pas la position de ma balle de golf à 1.6 fois 10 à la 29, à moins 29 mètres près, ben on s'entend-tu que un proton, ça fait 10 moins 15 mètres, donc ça n'a aucune influence ici. À notre échelle, encore là, le principe d'incertitude, ça n'a. Donc ça ne s'observe pas à notre échelle, comme je disais juste avant. Okay. Donc, on va aborder l'étude du modèle de bord au prochain cours. Mais juste avant, je vais juste faire un bref résumé à date. Là, okay? Je ne veux pas que vous reteniez des dates, pardon. Là, mais je veux juste que vous mettiez les choses en perspective un petit peu. Okay? Donc, tout allait bien dans le domaine de la physique classique jusqu'en 1887. Okay? 1887, on observe deux phénomènes qui vont venir complètement démolir notre compréhension de la physique classique, même si à l'époque, c'est pas encore évident que c'est ça qui va en découler. L'expérience de Michelson-Morley qui montre que la vitesse de la lumière est constante et indépendante de l'état de mouvement de la source et ou de l'observateur. Puis la découverte de l'effet photoélectrique par Hertz qui va mener finalement à l'abandon du modèle ondulatoire de la lumière. En 1900, Planck explique, dans le fond, trouve la solution au problème posé par Hertz, okay? Explique le phénomène du corps noir. Okay? Il n'explique pas l'effet photoélectrique, mais il explique le phénomène du corps noir en invoquant l'existence du quanta, qui, on le précise, pour lui, n'est qu'un artifice mathématique lui permettant de régler ce problème-là particulier. Ça prend 1905 avant qu'Einstein... Ok, c'est une bonne année, Einstein, okay, en 1905. Même si je me souviens, c'est même là le mouvement brownien, mais ça c'est une autre histoire. Einstein, en 1905, explique l'effet photoélectrique et produit la théorie de la relativité restreinte. Donc, on appelle ça une bonne année. Dans la même année, le gars règle la mécanique quantique d'un bord puis la relativité de l'autre. Okay? C'est pas pour rien qu'on se souvient de lui encore aujourd'hui. Okay? Là, vers quoi qu'on s'en va, c'est le modèle de l'atome de Bohr. C'est juste arrivé 8 ans plus tard. Donc, ça, c'est le bout, même moi, que j'ai encore un peu de misère à comprendre. C'est que faut attendre 1913 avant qu'on comprenne comment sont structurés les atomes. Okay? Donc, ça, c'est si vous y pensez, Einstein arrive avec le quanta d'énergie, on a la relativité, mais on ne comprend toujours pas la structure des atomes à ce moment-là. Puis encore des physiciens qui ne croient pas que les atomes existent. Ça va jusque-là. Okay? 1914, les expériences de Millikan montrent que le modèle du quanta est bon. Puis il faut attendre jusqu'en 1923. Il y a encore du monde qui résiste. Ça a pris Compton en 1923 pour achever de convaincre les derniers récalcitrants, dont Max Planck, qui a été longtemps un des plus conservateurs au niveau de la physique, qui ne voulait rien savoir de la physique quantique, puis de rien de ça. Mais Compton, l'expérience de Compton est venue à bout même de ses réticences à lui. Donc, on est dans une période très faste de la recherche en physique.
OK? Moi, je m'imagine les manuels de physique à cette époque-là, comment ça devait être mêlant. OK? Une année, c'est une affaire, l'année suivante, c'est l'autre affaire. Deux, trois théories qui coexistent en même temps en physique. Ça devait être vraiment spécial d'étudier la physique à cette époque-là. Pas que ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est différent. Il y a plus de. Il y a pas de grosses révolutions de cet ordre-là qui sont en cours présentement, là. Je veux dire, c'est franchement dans une ligue à part, là. OK? Donc, c'est juste pour mettre un peu les dates en contexte. Comme je vous dis, je vous demande pas de retenir des dates, là. Je vous demande juste ça vous donne juste une idée de la chronologie. Vous remarquez aussi deux affaires sur lesquelles j'ai peut-être encore pas trop insisté, mais la physique est une affaire européenne. OK? C'est essentiellement des Anglais, à part pour Michelson et Morley, là, qui sont des Américains, là, mais c'est essentiellement des Anglais, des Allemands et des Autrichiens beaucoup qui travaillent là-dessus. Vous allez avoir entre 14 et 18 la Première Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier celle-là. Puis de 39 à 45, la Deuxième Guerre, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, dans les années, à partir de 18, les années 20, il y a une grosse montée de l'antisémitisme en Europe qui se généralise. Là. C'est pas juste l'Allemagne qui était antisémite, là. OK, on s'entend là-dessus. Puis il y a beaucoup de chercheurs en physique qui sont juifs en même temps. Vous avez en particulier une petite communauté d'Hongrois juifs qui sont exilés. Puis là, ça met la table pour les prochains développements de la physique qui vont être la recherche sur la bombe atomique carrément. Donc la physique nucléaire qui nous reste à étudier aussi un petit peu plus tard. Au niveau de la chronologie, c'est vers ça qu'on se dirige. Donc on a un gros exode des physiciens essentiellement juifs européens vers des pays plus tolérants, le Danemark, la Grande-Bretagne, les États-Unis, puis il va y avoir une communauté qui va se créer à ces endroits-là, puis qui vont euh, unir leurs forces pour venir à bout du nazisme, évidemment d'Hitler, pendant la Deuxième Guerre. Donc c'est là où la physique rencontre un peu les sciences sociales, là, puis il y a quand même des leçons intéressantes à en retirer, je pense. Mais ça va être pour un autre cours. Donc, merci. On se voit la prochaine.